Oui. C'est pas si Il y a de mal, quoi vous voyez. faire. Hein? Il y a de quoi Eh faire. bien, il y a de quoi faire, je suis toujours, oui, je suis toujours pris pas mal, quoi, voilà ce que je veux dire. Alors allons-y. Vous commencez par vous présenter. Alors, je décline mon identité. Voilà. Hein? Mais je suis Max Villemin, colonel en retraite. Parce que je ne suis pas resté toujours instituteur. Oui, j'ai commencé par être instituteur, alors je continue ma phrase. À Bouclan, un petit village sur les plateaux du Jura, au-dessus de Besançon. Et puis, comme je me suis occupé de résistance, on a bien voulu me reconnaître, ma foi, disons, un certain mérite, parce qu'on m'avait nommé finalement commandant des FFI de Besançon. Hein? Puis je suis resté dans l'armée à ce moment-là. C'est pour ça que, étant parti pour faire une carrière dans l'enseignement, je me suis dévoyé puis que j'ai fini dans l'armée. Alors donc en 1939, vous êtes instituteur à Bouclan. Je suis instituteur à Bouclan. Et vous êtes mobilisé. Et je suis mobilisé. Puis auparavant, je dois dire que je m'étais marié, puis que j'avais 2 enfants à l'époque, quand je suis parti au service. À 27 ans, par contre. Et j'ai été mobilisé, j'ai été lieutenant de réserve au 189e régiment d'artillerie lourde à Belfort. Et le régiment est parti, dès la mobilisation, stationné en Lorraine. Nous avons tenu plusieurs cantonnements avant de nous diriger sur la région du Nord, du côté de l'Andrecy, du côté du Quesnoy, où nous avons attendu, j'ose dire maintenant assez stupidement, que les événements se fassent tout seuls, parce que mais il faut bien reconnaître que dans l'armée française, qui occupait le Nord, la Lorraine, moi je n'ai jamais vu faire beaucoup d'instructions. Ça veut dire que je n'en ai pas fait beaucoup non plus à mes soldats, bien sûr. Et c'est pas ça qui nous a manqué le plus d'ailleurs, je pense, au moment de la déclaration de guerre. Mais enfin, cette période de drôle de guerre, comme on l'a appelée, ça a été interrompu le 10 mai 1940 par une intrusion des armées allemandes dans les Ardennes et en Belgique. Nos valeureux camarades belges, au secours desquels nous n'avons pas pu nous empêcher de nous porter. Oui, c'est pas moi qui ai décidé, hein. Et ça a été une aventure assez pénible, parce que les Allemands ont pénétré tout de suite en territoire belge d'abord, puis dans le territoire français aussi. Et ils n'ont pas trouvé devant eux une résistance capable de les arrêter dans leur course vers la mer. Étant entendu que l'armée allemande qui avait débouché des Ardennes, eh bien, fonçait vers la Manche pour assiéger en quelque sorte, pour couper la retraite en tous les cas à l'armée française qui s'était engagée en Belgique, puis qui était bien obligée, elle aussi, de battre en retraite devant l'équipement, je dirais, de l'armée allemande. Parce que c'est ça qui nous a vaincus à l'époque. C'était qu'eux étaient beaucoup mieux équipés que nous. Supériorité d'armement. La vérité, c'est une vérité, et c'est une telle évidence maintenant que ça ne se discute plus. Mais ça s'est traduit en tous les cas par une retraite dont je dois le dire, pour le moins, elle était très désagréable, bien sûr. Dramatique. D'autant plus que le chemin que nous avons fait pour revenir en France depuis la Belgique, parce que je suis allé avec mon régiment jusqu'aux environs de Bruxelles. C'est à Gembloux que l'armée française a été stoppée, puis que tout le monde est revenu sur la France. Mais nous n'y sommes pas arrivés tout à fait à Gembloux, parce que je déplaçais
des canons qui pesaient je ne sais plus combien de tonnes, mais un poids considérable. C'était des tubes de marine, et les tubes de marine sont toujours très longs et très lourds. Et les camions, les tracteurs qu'on avait pour les remorquer, ben, faisaient allègrement du 10 à l'heure à la descente, voyez-vous. Si bien qu'il n'était pas question de faire vite. Alors nous avons eu du mal à arriver dans les environs de Bruxelles-Gembloux, puis ma foi, on a eu bien du mal à s'en sortir aussi. D'autant plus que sur le terrain, nous étions mélangés à toute la population civile, hollandaise et belge, qui fuyaient devant les troupes allemandes. Ma foi, à l'époque, on pensait qu'ils avaient raison, puis c'est après qu'on s'est dit qu'ils auraient aussi bien fait de rester chez eux. Mais enfin, ça, c'est une autre histoire. En tous les cas, sur les routes, je n'ai jamais vu un spectacle plus lamentable que celui-là. Moi, s'il y a une image, il y en a quand même quelques-unes, vous savez, qui m'ont frappé pas mal pendant cette période de 40 à 45. Mais certainement, une des plus pénibles, eh bien, c'est l'exode des Belges et puis des Français du Nord. Parce que il y avait de tout, là. C'était des gens à pied, des gens en vélo, mais beaucoup de gens à pied. Des femmes avec des gosses, même avec des gosses sur les bras. Hein? Des nourrissons. Ben, ma foi ne pouvait pas s'empêcher de se demander, eux se le demandaient aussi d'ailleurs, où est-ce qu'on va coucher ce soir, puis qu'est-ce qu'on aura à manger. Non, je vous assure que c'était lamentable, d'ailleurs leurs réflexions, on n'en faisait pas beaucoup, on n'avait pas le temps de s'arrêter, mais évidemment, s'apitoyer, ça ne servait quand même pas à grand-chose. Mais je dis bien, ça c'est ce que j'ai vu comme tableau au début de la guerre, parce que ces colonnes par-dessus le marché, pour les stimuler dans leur marche, elles étaient mitraillées. Alors de temps en temps, vous aviez un avion qui passait, qui vous lâchait des bombes, enfin, ça faisait toujours des victimes. Là aussi, il y en a au moins un des coins où j'ai été obligé d'arrêter ma colonne. J'avais 4 canons tractés derrière moi, et puis deux ou trois camions, c'était moi qui les dirigeais. Moi, j'ai arrêté ma colonne, j'avais, moi, comme voiture, un vieux taxi Renault. Ça vous dit rien, vous, les taxis Renault. Mais c'était un modèle de taxi qu'on voyait avant-guerre, et la carrosserie, c'était tout un cadre en bois, une charpente en bois, et puis, logé entre les différents éléments de cette charpente, mais il y avait c'était bourré de paille, de crâne, je ne sais quoi, et puis le tout garni, enserré dans quelque chose qui ressemblait à de la toile cirée, quoi. C'était beau, ces camions, et ces taxis, mais c'était pas du solide, parce que je me suis trouvé à un certain moment où j'ai crié halte à la colonne, puis mettez-vous où vous voudrez. Ça voulait dire que ceux qui étaient d'un côté de la route ont giclé au talus de ce côté-là, puis les autres de l'autre côté, pour se mettre à l'abri, parce que ça tombait, ça pleuvait. On voyait arriver les bombes. Hein. Il devait y avoir 1 ou 2 avions, mais enfin, je pense que la ligne sur laquelle j'étais, il y avait probablement qu'un avion qui lâchait ses crottes régulièrement. Bon, alors on en va tomber une là, tous les 50-60 mètres, je pense. Puis il y en est tombé encore une, pas bien loin. Puis je me dis, la prochaine, ben mon vieux, on l'a sur le nez. Mais il n'y a pas eu de prochaine. Non. Mais quand je suis allé retrouver ma bagnole, il n'y avait plus de carrosserie. Tout était parti. Mais elle marche encore. Ça, c'était la carrosserie qui était partie, mais on a pu se réinstaller, on a pu repartir. On est allé jusqu'à... Ça a duré plusieurs jours, la retraite, bien sûr. Et je me souviens de 2 étapes particulières, une à Boulogne-sur-Mer, où j'étais arrivé assez tard, après 3 jours de retraite, pendant lesquels je n'avais pas beaucoup dormi. Et ce soir-là, je me suis endormi à Boulogne-sur-Mer. Et ils sont venus bombarder Boulogne, les Allemands. Tous les toupets, sans respect pour le sommeil des gens. Mais ils n'ont pas pu me réveiller. Vous ne les avez pas entendus? Je les ai pas entendus. Je les ai pas entendus, non. Non, j'ai été réveillé le matin par 2 camarades de mon régiment
qui criait « Mais le voilà !» Eh bien oui, c'était moi. Vous cherchez. Il me cherchait, oui. C'était mon capitaine d'ailleurs, puis un lieutenant voisin. Et de là, on est reparti avec l'idée de gagner Dunkerque. Mauvais endroit. Parce qu'il était, oui, mais il était question de Dunkerque qu'on pouvait passer ailleurs. Bien sûr, c'est pour ça que tout le monde y a été. Alors, c'est ce qu'on essayait de faire. Et puis, on est parti, pas vite, je vous ai toujours dit, on était freinés par nos véhicules, bien sûr. On les a finalement abandonnés le long du chemin, l'un après l'autre, mais enfin, quand on est arrivé du côté de Calais, on nous a dit, c'est pas la peine d'essayer d'aller plus loin. On passe pas. À Dunkerque, on ne passe plus, nous n'allons plus. Et puis, on nous a donné à garder, à renforcer la garnison de Calais, porte de Gravelines, je me souviens. On est allé s'installer. Et à la porte de Gravelines, on y a passé un jour et une nuit, oui. C'est ça, pas longtemps. On avait essayé de se mettre à la disposition du marin. C'était un marin qui était commandant de la place de Calais à ce moment-là. Quand on est arrivé, on est allé se mettre à sa disposition pour assurer la défense. Il nous a dit qu'il n'avait pas besoin de nous. Pas gentiment même, alors que j'estime que de toute façon, il aurait dû moins être aimable et puis nous dire, écoutez, on peut se passer de votre concours, allez vous cacher ailleurs. Non, non, il nous a envoyé balader. On est allé se mettre sur les remparts de la porte de Gravelines, donc. Là, on a encore subi quelques bombardements le premier après-midi. Et puis, ma foi, dans la nuit, il n'y a rien eu de particulier. Mais le lendemain, je pense que je paye encore les fatigues des jours d'avant. Dans tous les cas, je roupillais comme un sonneur du côté à peu près au début de l'après-midi. Puis j'ai entendu qu'on faisait du bruit dans mon couloir parce que j'étais couché chez un particulier qui avait abandonné son logement. J'étais au rez-de-chaussée, il y avait un couloir, une porte, puis cette espèce de salon où il y avait un divan, puis je dormais là-dessus. J'ai entendu un grand coup de pied qui était donné dans la porte, je m'apprêtais à faire des reproches virulents à celui qui se permettait d'entrer comme ça chez moi. Puis je dois dire que j'ai été calmé tout de suite, parce que je me suis retrouvé avec un grand, beau soldat, revêtu de l'uniforme allemand, avec la tête de mort sur sa coiffe, sur son béret. C'était rien, ça. Mais ce qui avait le plus impressionnant, c'était le revolver qui tenait à 10 cm de mon nez. Alors écoutez, là, je ne voudrais pas avoir l'air de me vanter, mais je vais vous raconter, comme je vois la chose encore maintenant. Je me suis assis sur le lit, le revolver a un peu reculé au fur et à mesure que moi je me levais. Puis j'ai eu le temps de me dire, mais il n'a pas tiré. Pourquoi est-ce qu'il tirerait maintenant? Moi je ne lui veux pas de mal. Puis je crois me souvenir, je crois que je peux le garantir, mais enfin j'ose à peine. Je crois que pour lui montrer que je le comprenais, je crois que je lui ai fait un sourire. Mais il n'a pas tiré. Hein? Je pense que c'est dommage, j'aimerais le revoir maintenant, mais enfin un grand beau soldat comme ça, un SS, il a dû finir quelque part du côté de Stalingrad, voyez-vous. Enfin, paix à son âme. Hein? Mais je tiens quand même à dire que c'est une impression forte, voyez-vous, quand vous vous réveillez avec un pistolet d'excellente marque, puisque c'était un pistolet allemand, hein, qui est emmanché par un beau soldat allemand qui n'a pas l'air d'avoir peur de vous, lui. D'ailleurs, il m'a fichu à la porte. Il m'a fait passer dans le couloir, ouvrir la porte qui donnait sur la rue, ça donnait directement sur la rue. Et je dois dire que là, il n'a pas été poli. Il m'avait fait bonne impression au début, mais il a eu un geste que je lui reproche encore un peu, mais pas trop. Je ne suis pas rancunier. Il m'a planqué un coup de pied au cul, qui m'a envoyé au milieu de la rue, puis il m'a montré l'endroit où je vais, le sens dans lequel je vais me diriger. Je vous dirais que c'était pas une situation amusante, ça. Hein. Parce qu'il y avait un bastion à un bout de la rue débouchait sur un bastion, qui était gardé par les Anglais, puis il y avait à l'autre bout les Allemands qui s'approchaient pour s'emparer du bastion. Puis ça tirait des deux côtés. Puis quand vous étiez au milieu de la rue, vous entendiez siffler.
Et c'est pas gai non plus, ça. Mais enfin, je dois dire que, là aussi, je vais encore vous... Mais je corrigerai la bonne impression que j'essaie de donner au début par ma réflexion d'après. Je me suis retrouvé dans la rue avec la direction aller du côté des Allemands, ça tiraillait d'un côté, ça tiraillait de l'autre. Puis il y a un gars qui venait du talus d'en face, qui a débouché, qui est parti avec moi, qui a fait quelques mètres, je ne sais pas combien exactement, bref, puis qui s'est écroulé avec, en criant, en hurlant, parce qu'il venait d'avoir une décharge dans les jambes. Enfin, je vous dirais que mon premier mouvement, ça a été de dire, pauvre garçon, il n'a pas de chance, lui. Et il n'avait pas de chance, bien sûr, mais il n'avait pas perdu le nord complètement quand même, parce qu'il m'a crié, mon lieutenant, ne me laissez pas là. Eh bien, je dois dire que le lieutenant, c'est tout à son honneur quand même, il ne l'a pas laissé là. Il s'est arrêté, il a rebroussé, puis il est venu le charger sur les... Puis un peu plus loin, j'ai retrouvé un gars de mon régiment que j'ai appelé, je lui ai dit, allez, prends-le de l'autre côté, va. Alors on a fait, je ne sais pas combien de mètres, vous savez, ça peut être 30, ça peut être 50, en tous les cas, je les ai trouvés très longs. Parce que tout le long du chemin que je le traînais, parce qu'il hurlait, lui, par-dessus le marché, il avait mal aux jambes. C'était pas, il nous ralentissait beaucoup, évidemment, puis il hurlait. Il ne peut pas savoir ce que j'ai souhaité qu'il ait encore une balle en pleine tête pour qu'il ferme son bec. Voilà, voyez-vous là, je dis que je me suis conduit au mieux, en allant le repêcher, mais si jamais il entendait votre compte rendu, c'est pour ça que je dis ça. C'est possible, c'était un Lyonnais. Je sais que c'était des gens de la région de Lyon. Mais cette fois, s'il se rappelle de cette histoire-là, il pourra toujours m'envoyer une carte postale. Mais enfin, il n'est pas obligé d'être encore vivant, lui non plus. Mais vous voyez ce que c'est, on a l'air de faire quelque chose de remarquable, bien, de se dévouer pour quelqu'un auquel, in petto, on ne souhaite qu'une chose, c'est qu'il ramasse une balle supplémentaire, qu'il fasse se taire. Voilà, c'est pas beau, hein, mais c'est comme ça quand même. Bon, je continue avec mes anecdotes. Les Allemands, ben, j'ai été pris, puisque j'ai abandonné mon bonhomme. Dès qu'on a trouvé une encoche dans une façade, où on a pu le coller, mais on ne pouvait pas rester. Ça ne suffisait pas pour abriter des gens complets sur leurs pieds. Puis on était plusieurs à ce moment-là. Alors on a continué chez les Allemands, du côté des Allemands. Et puis c'était donc le 25 mai. C'est tôt, hein? Pour une guerre qui avait commencé le 10 mai finalement. Le 25 mai, j'ai été fait prisonnier par les Allemands, qui m'ont pris tout ce que je pouvais. Ce que je pouvais avoir comme stylo, comme montre, j'avais une sacoche. Mais ils ne m'ont pas déshabillé. C'est déjà quelque chose, c'est de ça que j'avais peur. Qu'ils me prennent ceinturon et tout ce qui s'ensuit, puis mes bottes. Et des belles bottes qui ne m'ont pas pris ce moment-là, mais qui m'ont pris plus tard. Mais enfin, ça. Mais tous les officiers qu'ils ont pris ce jour-là, ceux de Calais, je ne sais pas ce qu'ils ont fait pour ceux qui étaient dans les environs, ils avaient une consigne, les officiers, on ne laisse pas traîner. On ne veut pas les retrouver un peu plus loin capables de se battre. Et je dois dire que j'ai appris ce jour-là, je me suis rendu compte que je pouvais faire, je ne sais pas si c'est 50 km ou 80, mais c'était certainement en 2 fois, 6 heures de marche de nuit, 1 heure de repos assis, puis repartir pour 5 ou 6 heures. Là, sans manger, sans boire, hein, que les gens soient fatigués, n'aient pas envie de s'évader. C'est comme ça que je pense qu'ils avaient calculé, eux. Parce que puis on s'était quand même dit, on était en particulier 3 camarades. Il y avait mon capitaine, celui qui commandait mon unité, l'autre lieutenant et moi. L'autre, c'était un grand Alsacien sportif. Moi, à l'époque, c'était plutôt mon genre aussi. Puis le capitaine, il avait fait la guerre de 14-18, lui.
Mais c'était un vieux sportif aussi. Mais enfin, on avait décidé qu'évidemment, à la faveur de la nuit, on chercherait à s'évader. Les trois. On n'envisageait pas de le faire autrement, à trois. Alors, à un certain moment, il y a mon grand camarade alsacien qui me dit, ben, c'est peut-être le moment, dis non. Hein? On traversait un bois, c'était de nuit. Les Allemands, il y avait des Allemands, il y en avait un tous les 10 mètres de chaque côté de la colonne, bien sûr, il y en avait. Mais enfin, quand vous tirez un lapin de nuit, vous n'êtes pas sûr de l'avoir. Alors, on s'approche de notre vieux camarade, là, qui avait pas loin de 15 ans de plus que nous. Puis on lui dit, ben, c'est le moment, hein. On pourrait peut-être essayer de foutre le camp, comme on a dit. Et puis c'est lui qui nous a dit, écoutez, je ne peux plus marcher. Vous allez vous sauver tout seul, moi je ne peux plus marcher. Alors on a été... Oh, on s'est bien conduit. Tous les deux, on a dit, on ne part pas sans toi. Alors on n'est pas parti. En se disant, ben, enfin, tant pis, on essaiera plus loin. Eh ben non, mais plus loin, on n'a pas essayé, on n'a pas pu. Et puis on est resté prisonnier avec le vieux camarade, qui était un type assez curieux. Je pense que je peux vous raconter n'importe quoi, hein. Pas n'importe quoi, c'est pas n'importe quoi, continuez. Ce type-là était capitaine d'artillerie à mon régiment, puisqu'il était mobilisé. Mais il était médecin. C'est pas courant, ça. Seulement, voilà, il avait fait la guerre de 14-18. Puis c'est après la guerre de 14-18 où il avait été nommé sous-lieutenant d'artillerie, en étant soldat, militaire, qu'il avait fait ses études de médecine. Puis quand il a été médecin, il n'a pas pensé à l'administration militaire, il s'en fichait pas mal, il ne pensait pas qu'on recommencerait. Alors il ne l'avait pas dit. Si bien que quand il a été mobilisé comme médecin. Ça nous a servi plus tard, après. Mais enfin, à ce moment-là, on trouvait ça drôle, mais enfin, c'est un type bien. C'était un grand sportif, lui. Il était d'ailleurs bâti enfin, dire en Hercule, c'est peut-être... Enfin, un bel athlète. C'est le premier qui a fait du 200 km à l'heure sur une bagnole de course à Montlhéry. Ça vous classe le bonhomme, vous savez. C'est parce que faire du 200 à l'heure à Montlhéry avant la guerre, hein, ils n'étaient pas beaucoup. Et puis, il était très cultivé. Il parlait gentiment, calmement. Mais il ne fallait pas trop le contredire. Et puis quand il avait dit quelque chose, répondu à des arguments, et puis que l'autre, ça arrive assez souvent que les gens qui cherchent à convaincre reprennent leurs arguments. Alors ça, il n'aimait pas. Je l'ai vu 2 fois dire, mais tu viens de me le dire. L'autre insiste, bon. Il était à l'horizontale, un marron, c'est tout. Il avait une droite, il n'y avait que sa gauche qui était aussi bonne, je dirais. Mais on rencontre des gens assez curieux, voyez-vous. Hein? C'est quelqu'un qui avait du caractère. Ah oui, ça pour du caractère, il en avait. Ça, d'ailleurs, enfin moi je l'aimais bien. Je l'aimais bien encore que j'ai su après, après la guerre, que j'ai revu, puis il m'a dit, on m'avait envoyé à ta batterie pour te mater. J'ai dit, pour me mater? Ah ben oui, il me dit. Quand je suis arrivé à ta batterie, c'était pour te mater. Parce qu'au régiment, là, tu étais un ancien instituteur, tu étais instituteur, mais j'étais encore pas ancien à l'époque. Finalement, j'étais toujours titulaire de mon poste. Et, vous savez, je sais pas ce que j'avais pu faire comme réflexion chez les officiers de réserve quand j'allais à un cours ou à un autre. Mais enfin, j'étais considéré comme un type à mater. Alors, ils avaient envoyé l'Hercule de Foire, là, on a été copains, c'est pas possible de l'être davantage au bout de 3 jours. Oui, enfin, c'est comme ça. D'ailleurs, je l'ai retrouvé après la guerre, dans des circonstances assez curieuses aussi. Mais enfin, je vous dirais ça, je suis un ordre un peu chronologique maintenant. Bon, eh bien, en tous les cas, le 5 juin, ou le 8, je ne sais plus. Ça, faut me pardonner des petites erreurs comme ça. Hein. Moi, c'est pas bien grave. Je pense que je ne vous ai pas caché mon âge. Hein. Ben, j'ai droit à une certaine indulgence. Hein, question de mémoire. Alors, on n'est pas à 3 jours. Enfin, si ce n'était pas le 5, c'était le 8. Nous étions à l'OFLAC 4D. L'OFLAC 4D, c'était en Silésie, à Hoyerswerda, où, ma foi, on est arrivé dans des baraques
enfin, qui nous abritait quand même de la pluie, il faut reconnaître. Et on pouvait se coucher sur des planches. C'était déjà pas si mal. Mais c'était des planches, il y avait une espèce de cage, charpente, à 3 étages, où il y avait une double couchette par étage. Alors on était 6, autrement dit, on était couchés sur 4 mètres carrés, 5 si vous voulez. Enfin, quelque chose comme ça. Puis là, eh bien, il y avait pas mal de baraques à cette Oflag, parce que je crois que le chiffre maximum qu'on a atteint au bout de quelques mois, dans ce camp, c'était 6 000. 6 000 officiers en retraite, excusez-moi. Oui, là, vous pouvez le voir, hein. En captivité, oui. Et dans des conditions, ma foi, qui n'ont pas été très bonnes, surtout au début, parce qu'ils n'étaient pas préparés non plus à héberger comme ça des quantités de gens, de prisonniers dans l'armée allemande, si bien qu'ils continuaient peut-être à bien nourrir les soldats allemands. Ils avaient raison d'ailleurs. À ce moment-là encore. Mais pour ce qui est des prisonniers français, vous savez, et puis dans les Oflag, je ne veux pas dire en particulier, j'en sais rien, après tout. Mais ceux qui étaient soldats, puis qui étaient à la campagne, qui travaillaient chez des paysans et ainsi de suite, étaient pas mal nourris, bien sûr, ils avaient à manger. Tandis que nous, ma foi, non. Franchement, on était réduits à la portion congrue. Puis j'ai vu que ça avait une certaine influence sur le moral, ça. La quantité de calories qu'on pouvait assimiler par jour. Parce que là, tout le monde souffrait, tout le monde se lamentait. Dans les conversations, il y avait un thème qui revenait souvent. C'était les repas qu'on pouvait faire quand on était civil. Enfin, mais enfin, on ne les faisait pas là-bas. Vous aviez pu prévenir votre famille? Comment? Pas tout de suite. Non, ils sont restés assez longtemps avant de savoir que j'étais prisonnier. Et là, je me suis aperçu de ce que je vous dis là, parce qu'il y a eu une procession qui a été organisée par le clergé prisonnier pour remercier le ciel de n'avoir pas permis l'invasion complète de la France. C'était quelque chose comme ça. Moi, je n'ai pas apprécié. J'ai dit, le ciel, il avait qu'à s'en occuper avant. Pas s'arrêter quand il y avait la moitié du travail fait. Bon, alors, moi, je n'y suis pas allé. Mais on n'était pas beaucoup à pas y aller. À ce moment-là, qu'est-ce que les gens? Ils se cramponnent à ce qu'ils peuvent quand ils souffrent, Et je dois dire que moi, je suis monté sur le toit de ma baraque pour les voir passer, parce que les Allemands les avaient autorisés à faire le tour du camp, ce qui est à l'intérieur des barbelés, bien sûr. Il y avait quand même une procession de plus de 5000 officiers, là. Puis, parce que ceux qui n'y étaient pas allés étaient montés pour voir sur les baraques, sur le toit. En se faisant la courte échelle, on arrivait à grimper sur les toits des baraques. Sur ma baraque, il y avait mes 5 copains, ceux qui couchaient dans le même chalet que moi. Et puis, sur les autres baraques, on a vu quelques silhouettes aussi, quoi. Mais je suis certain qu'en tout, il ne manquait pas 200 participants à la procession. Eh bien, cette procession, on a finalement, quelque temps après, la Croix-Rouge nous avait parvenir quelques colis, puis nos familles aussi. Si bien que, je dirais, au milieu de septembre, octobre, on a commencé à manger à notre faim. Pas plus, hein, faut pas exagérer. Enfin, là. Alors, la même procession a été organisée à la Toussaint. Et bien, je dois dire qu'il y avait quand même moins de gens pour remercier le ciel, ou l'implorer. Mais il y en avait toujours beaucoup, hein. C'était quand même, disons qu'au lieu qu'il y en ait eu presque 6 000 la première fois, mais il n'y en avait que presque 5 000 la deuxième fois. Hein. Mais enfin, qu'est-ce qu'il faut dire qu'on se donne, bien sûr, quand vous n'avez rien à faire, quand vous êtes prisonnier, hein, enfin, on se tourne du côté spirituel. Alors ceux qui ont la foi, ou qui l'avaient, et qui ne demandent qu'à la reprendre parce qu'ils sont malheureux, ben moi, ça fait des troubles comme celles que je vous indique. Puis ceux qui ne l'ont pas, ben enfin, que c'est irrémédiable aussi. Et, tant pis pour eux. Hein? Enfin, ça, c'est ce que il avait préparé. C'est reparti.
Alors, racontez-nous un petit peu comment vous avez réussi à sortir de Hoyerswerda. Ben écoutez, j'étais avec une demi-douzaine de camarades avec lesquels je m'entendais fort bien. Ça ne veut pas dire que je me plaisais beaucoup là-bas. Mais enfin, il m'est arrivé deux choses, quand même, qui montrent, je peux le dire parce que ça témoigne de mon état d'esprit à moi. Quand j'étais au camp, un beau jour, j'étais assez sportif, j'étais jeune, j'étais un peu provocateur. Ma foi, en me levant, quoi, je saute de mes planches, puis en m'étirant, je crie « Vive de Gaulle !» le plus haut que je pouvais faire. Je dois dire que c'est tombé dans un silence auquel rien n'a répondu sur le moment. Mais une demi-heure après, il y a une délégation qui est venue me trouver. C'était les vieilles légumes du camp, de la baraque, qui en principe donnaient les directives quand il y en avait à donner. Ils n'avaient pas grande responsabilité, mais ils en avaient une quand même, et ils m'ont dit « Mais dites donc, vous, qu'est-ce que vous cherchez? Vous voulez quelle représailles de la part des Allemands? Vous n'êtes pas un peu malade, non? Enfin, quelque chose dans ce goût-là, quoi. » Bon, moi, je les ai écoutés, moi, en me disant « Mais ils ont peut-être raison, ces vieux jetons. » Et puis, je leur ai dit « Écoutez, j'avais pas pensé à ça. Je regrette bien si ça trouble votre repos à vous. J'espère que ça n'aura pas de conséquences. » Puis les voilà qui recommencent à me faire la morale. Mais j'ai dit « C'est bien ce que vous venez de me dire tout à l'heure. Vous savez, moi j'ai compris. Mais je vous ai exprimé des regrets. Je vous ai même dit que je ne recommencerai pas. Alors, je ne vois pas pourquoi vous insistez, vous. » Puis j'avais pas un ton aimable. Alors, ma foi, ils sont repartis. Puis ils m'ont... Enfin, ils n'ont jamais eu l'occasion de recommencer parce que j'ai plus crié Vive de Gaulle au réveil dans cette baraque. Je reconnais que c'était pas forcément une initiative intelligente. Encore que ça, c'était pour le moral des troupes, hein, et pour le mien en particulier. Mais n'empêche que, une heure après, je vois arriver près de moi, j'étais assis dans un coin, un monsieur que je n'aimais pas beaucoup. Parce que, au milieu de tous les officiers qui avaient été faits prisonniers en tenue de campagne, puis qui n'étaient pas, autrement dit, qui n'étaient pas bien beaux comme vêtements, lui, il avait été pris dans un état-major. Il était à la liaison française près des Britanniques. Et il avait été ramassé, il avait des bottes de cuir de toute beauté, il avait un pantalon mastic, il avait la veste bien ajustée, puis le ceinturon. Alors moi, ça me plaisait pas beaucoup, ce type-là. Je me disais, c'est pas ça des guerriers. Puis je le vois venir près de moi, puis qui me dit, c'est vous qui avez crié Vive de Gaulle tout à l'heure, qui me dit. Je me suis dit, non, voilà encore un qui vient se plaindre. Je lui dis, oui, ça vous dérange? Puis il me dit, non, vous le connaissez? J'ai dit, non, je ne le connais pas. Ça, il n'y avait pas tellement de gens qui connaissaient De Gaulle à ce moment-là, puis qui en avaient entendu parler même. Mais enfin, il me dit, moi, c'est mon beau-frère qui me dit. Ah, ben voyez-vous, moi, là, mon espèce de calamistré, là, ben, je l'ai trouvé plus sympathique tout de suite. Et le nombre de parties d'échecs qu'on a pu faire, eh ben, enfin, je peux dire, c'est pas... On peut les compter, probablement. Mais enfin, on est devenus très amis. C'était le beau-frère de De Gaulle. Il s'appelait Vendroux. Oui, Vendroux, c'est ça. Vendroux, oui, c'était son beau-frère, je dis bien, des biscuits Vendroux. Oui. Il a d'ailleurs fait une petite carrière politique après quand De Gaulle était là. Hein. Oui. J'avais même envoyé une carte de félicitations là, à ce moment-là, quand il avait eu un rôle politique à jouer. Je dois à la vérité de dire qu'il n'a pas pris la peine de me répondre. Je ne sais pas s'il a reçu ma lettre. Il ne l'a peut-être pas reçu. Vous savez, le courrier n'a pas toujours été régulier dans les années qui ont suivi la guerre. Mais enfin, je ne lui ai pas envoyé 2 fois mes félicitations. Une fois, ça suffisait. Mais enfin, c'était assez amusant de voir ce type venir se présenter à moi en me disant « c'est mon beau-frère », après que j'avais eu une algarade avec les autres qui me... Bon, ça, c'est les petites histoires du camp. Il y en a encore une, si vous voulez, quand même, qui montre qu'il y avait un état d'esprit dans le camp que je ne partageais pas beaucoup. On avait préparé, une équipe avait préparé
un gros bouquin, relié par des artistes, il y en avait, il y avait tout, vous savez, là-dedans. C'était un bouquin qui était, je dirais pas 1 mètre sur 1 mètre, mais à peu près, avec une couverture tout enluminée. Je ne sais pas quel discours il y avait là-dedans, je pense que Guiton, vous avez entendu parler de Guiton? Jean Guiton, oui. On en parle encore maintenant. Ben, il était là, il partageait notre sort, Guiton, et il faisait des conférences d'ailleurs. Alors je pense qu'il avait écrit quelque chose qui a été mis dans ce bouquin, qui devait être envoyé à Vichy. Un acte de confiance maréchal. Eh bien, ma foi, il a été signé par, je sais pas, moi, on est venu nous trouver dans ma baraque, mais ça a peut-être été dit ailleurs aussi pour pousser des gens à la signature, qu'il ne manquait que notre signature à nous. Mais ma foi, on a dit, tant pis, ils s'en passeront, ils ne vont pas s'en apercevoir. Puis voilà tout. Et nous, on ne l'a pas signé. Puis il a été envoyé à Vichy, maintenant je ne sais pas quel a été son sort, mais c'est certainement une pièce de musée. S'il y a un musée qui réunit les gages de fidélité au maréchal Pétain, je pense qu'il est dedans. Enfin, j'irai pas voir. Enfin, la vie, c'est ces 2 petits incidents, je pense que je peux citer pour montrer l'état d'esprit du camp, parce que ça voulait dire quand même que dans l'ensemble, le camp était infidèle de Pétain. Hein, on avait un journal, Le Lien, qui s'appelait, si je me souviens bien. Il y avait un ambassadeur qui avait été nommé pour s'occuper des prisonniers, et il y a presque un symbole dans ça, on avait nommé Scapini, parce qu'il était aveugle. Enfin, c'était peut-être, il y avait peut-être d'autres raisons aussi, plus sentimentales peut-être pour agir. Mais enfin, je trouve quand même que c'est assez symbolique d'avoir envoyé pour contrôler ce qu'on faisait des prisonniers de guerre en Allemagne, un aveugle. Puis on avait quand même des nouvelles dans ce journal. Eh bien, on a su que Pétain avait fait le don de sa personne à la France. Je dois dire que c'est là que j'ai rompu avec lui. Moi, parce que je me suis dit, mais il est maréchal de France, il a fait Saint-Cyr dans les années avant 70, c'est ce jour-là qu'il a fait don de sa personne. Un soldat, c'est le jour où il devient soldat qui fait don de sa personne à la France. Il aurait dû le faire à 20 ans. Mais il faut croire qu'il ne l'a pas fait puisqu'il le renouvelle maintenant. Puis c'est une vieille carcasse de 86 ans qu'il lui donne. Mais c'est pas un cadeau, ça, Jeanne d'Arc, oui. C'est un cadeau, faire don de sa personne. Mais il l'a fait. Enfin, lui, il l'a fait quand même, symboliquement. Mais ça, j'ai pas admis ça. De la part d'un maréchal de France, dire je fais don de ma personne à 86 ans, ben non, non, non. Et puis, également, après, on a su, il y a la poignée de main de Montoire. Alors ça, moi, vous savez, le coup du cadeau qu'il faisait à la France, puis le coup de le voir serrer la main, enfin, de le voir en photo, parce que c'était sur le journal, serrer la main d'Hitler, ben ma foi, ça, pour moi, Pétain, c'était plus mon copain. Mais ça n'a pas empêché que dans le camp, dans l'ensemble, il faut bien reconnaître que les gens étaient plutôt pétainistes que gaullistes. Hein? Parce que De Gaulle, c'était quand même un bel inconnu quand on avait été fait prisonnier. On était tous là à l'Oflac Cadet depuis le mois de juin, juillet 40. Hein? Alors on n'avait guère entendu parler de De Gaulle à ce moment-là. Et bon, c'est à peu près tout ce que je veux vous signaler. Il y a eu une évasion. Une qui a réussi pendant que j'étais là-bas. Une dizaine de camarades qui sont partis avoir fait un souterrain qui partait dessous une baraque, puis qui faisait une trentaine de mètres pour sortir derrière les barbelés. Et ça a réussi, ça. Il y en a que 5 ou 6 qui ont été repris, mais il y en a 5 ou 6 qui n'ont pas été repris. Il y en avait un de Besançon, un camarade d'ailleurs que je connaissais bien, qui avait réussi. J'en ai toujours voulu, enfin j'en ai voulu. Je lui ai reproché quand je l'ai revu après. J'ai dit, tu aurais pu me faire signe, non? Mais il m'a dit, tu sais, on était déjà pas mal, tu n'étais pas dans le coup, on ne pouvait pas inviter les copains. Il ne fallait pas que ça se... Bon, ben, ma foi, je lui ai donné raison quand même. D'autant plus que moi, on a pris on a eu l'astuce de me faire sortir du camp, donc je vais vous dire comment quand même.
Moi, au mois de décembre 41, j'avais fait 18, 19 mois, je ne sais plus combien. Donc j'avais largement, j'en avais soupé, hein. Vous savez, j'avais mon compte. Je me demande. Mais il n'était pas question que je m'en aille. J'étais là avec les copains, puis c'est tout. Puis on m'appelle à l'administration du camp. Puis on me dit, vous êtes libéré. Vous êtes mis en congé de captivité. J'ai probablement ouvert des grands yeux surpris. Mais je n'ai pas protesté, je les ai laissés dire. Puis ils m'ont dit, vous êtes libéré à cause de vos charges de famille. Ah, je me suis dit, bon. Il y en avait d'autres à côté de moi qui en avaient plus, au camp. Jusqu'à maintenant, on ne les avait pas libérés. Mais moi, on me libère. On me libère. J'ai mon papier là, tiens, si ça vous... Je peux peut-être le coup de le montrer à votre caméra. J'ai été mis en congé de captivité parce que j'étais soi-disant père de famille nombreuse et soutien de famille en plus. J'avais d'autres enfants dont je m'occupais, dont j'étais le tuteur. Bref, il n'existait que sur mon papier. Hein, et c'était ma femme elle avait entendu parler de la relève, de ces histoires-là. Vous savez, qui libéraient des gens en échange de... Oui. Alors, ils avaient déjà libéré tous les anciens combattants de la guerre 14-18. C'est là que mon capitaine médecin était parti, lui. Et puis mon Vendroux aussi. Il était un ancien combattant de la guerre 14-18. Et ma foi, elle avait fait une demande, elle avait fait un dossier, on s'était renseigné, savoir ce qu'il fallait faire comme dossier. Elle l'avait fait. Puis elle l'a envoyé. Puis... Ça a marché. Ça n'a pas marché. Non, ça n'a pas marché. Pas du tout, ça n'a pas marché. Puis elle l'a refait encore une fois parce qu'elle perdait pas patience. Puis ça n'a pas marché non plus. Et puis, un beau jour, elle a croisé dans l'autobus, elle était venue à Besançon, elle a croisé un gars qui était le maire d'un petit patelin où j'avais été instituteur avant. Puis il dit, qu'est-ce qu'il fait Max? Oh, qu'elle lui dit, je pense qu'il fait comme les autres. Il doit se morfondre dans son camp. Puis elle lui dit, puis ça fait 2 fois que je fais des demandes, moi, pour essayer de le faire rentrer, en profitant du truc de la relève. Je le fais passer pour j'ai fait des dossiers de chargé de famille, quoi. Mais le maire de Bouclan, où j'étais à l'époque, refuse de se compromettre en mettant un cachet dessus, parce qu'il fallait des cachets là-dessus pour attester. Oh, que lui dit, ce n'est que ça. Ben, vous ne savez pas, vous allez faire votre dossier à Beauchamp, dans l'autre patelin. Elle est allée faire son dossier, puis c'est comme ça que c'est passé. Et moi, j'ai été libéré au début de décembre 41. Voilà. En promettant aux copains, qui me voyaient partir, je dirais pas avec regret quand même, faut pas exagérer, mais enfin, moi j'étais de bonne compagnie, voyez-vous, je crois. Parce que ils m'ont témoigné beaucoup de... Enfin, je ne vais pas m'attendrir maintenant là-dessus, mais enfin, j'ai été obligé de leur promettre, ou du moins j'ai tenu à leur promettre que si je pouvais faire quelque chose, étant libre, pour que leur captivité dure moins longtemps, ben je le ferai. Je dois dire que j'ai revu 2 de ces camarades-là qui sont venus me voir après la libération, puis qui m'ont dit, ben c'est bien. Je crois que tu as tenu ce que tu nous avais dit, voyez-vous. Et alors je suis rentré, moi, chez moi, où j'ai repris mon poste d'instituteur à Bouclan. Mais entre-temps, quand j'avais été libéré, sur le chemin du retour, nous avions eu une étape qui nous avait mis 24 heures à proximité d'un camp de prisonniers russes. Oui, il y avait le camp de prisonniers russes là, il y avait tout un autre pré-camp, si vous voulez, c'était l'administration allemande, puis qui servait de passage à des permissionnaires allemands, ou le cas échéant, enfin à des prisonniers qu'on renvoyait chez eux. Ma foi, j'ai passé un après-midi là, puis une partie de la matinée du lendemain. Puis j'ai vu ce qui se passait du côté des prisonniers russes. Et je dois dire que j'ai été édifié, de telle sorte que je pense, il n'y a pas, enfin il y en a probablement quelques-uns quand même que j'ai pu voir sans leur dire, sans leur faire part de mon indignation, mais j'ai crié haut
haut et large et long. Si les Russes entrent en Allemagne, ce qui devrait arriver, je disais ça pour encourager nos populations, ils ont tous les droits. Parce que la façon dont ils sont traités, eh bien, on ne pourra rien leur reprocher après. Parce qu'ils étaient traités, les prisonniers de guerre russes étaient traités comme les déportés français. Hein. Tandis que nous, les prisonniers de guerre, ben, on n'a pas toujours été heureux. Je vous ai dit qu'on a crevé de faim un certain temps. Mais après, on avait quand même des lois. On était considérés comme des personnes humaines. Les Russes n'étaient pas des personnes humaines. C'était du sous-homme, il n'y avait pas de dégâts à avoir pour ces gens-là. Mais ils n'en avaient pas. Hein. J'ai vu passer peut-être je suis allé au bord du camp, de ce côté-ci des barbelés quand même, pas à l'intérieur du camp russe, à une dizaine de mètres, disons. Je ne sais pas si j'ai pas vu passer dans l'espace de... Enfin, je ne vais pas rester toute la matinée là, j'y ai passé un moment. Une douzaine ou une quinzaine de bons hommes qui étaient couchés entre deux couvertures et puis qui étaient conduits à la fosse commune quoi, par deux de leurs camarades. Je vous assure qu'il y avait... C'était plat la couverture qui était sur l'autre. Ah, je vous assure qu'ils ne pesaient pas plus de 30 kilos, chacun. Voilà l'idée que je me faisais. Puis j'ai vu la gueule des autres. Parce que ceux qui les portaient n'étaient pas beaucoup plus beaux que ceux qui étaient transportés. On a revu ça après, hein, dans les camps de déportation. Mais enfin, on ne se doutait quand même pas de ça à ce moment-là. Mais enfin, là, moi, je reconnais que j'avais été, oui, indigné, et puis que je l'ai fait savoir. Je l'ai fait savoir chaque fois que j'ai pu. C'est arrivé souvent quand même, parce qu'on m'interrogeait comme ancien prisonnier quand on me voyait. Puis je disais ça. Puis ça m'a valu ça, parce que c'est comme ça que je pense que... Un contact un beau jour avec un gars qui était résistant, qui appartenait à un groupe de résistants de Montbéliard, de la région de Montbéliard, mais qui avait ses parents près de chez moi, à Ancray. Puis qui est venu me voir pour me demander si je voulais bien accepter de rendre des services à son groupe de résistance. J'ai dit en principe oui, mais qu'est-ce que vous allez me demander? Vous êtes à Montbéliard, moi je suis à Bouclan. Ben écoutez, on a des papiers, il leur manque des cachets. Vous êtes instituteur, vous êtes peut-être bien secrétaire de mairie. Il tombait bien, à cette période-là, le maire du Patelin, qui m'a bien montré sa méfiance après, m'avait passé un cachet pour que ce soit moi qui délivre les tickets d'habits, les tickets de textiles, de souliers, tout. Il n'y en avait jamais assez, les gens réclamaient, ils étaient de mauvaise humeur, avec leur mère ils l'engueulaient, alors ils s'étaient déchargés de la corvée sur moi. Ben, alors ça me faisait un cachet de la commune. Ben, moi j'ai cacheté, moi. Ça n'est quand après 2 séries de papiers qu'il était venu faire chez moi, je me suis dit, t'es quand même pas bien malin. Parce qu'un cachet de commune, de France, c'est quand même facile à retrouver, l'origine. Il n'y a qu'à venir à la commune, puis... Alors je l'ai dit un jour, j'ai dit, écoute, non, j'en veux plus de ça, moi. Demande-moi toujours, quand tu auras quelque chose à me demander, mais pas des cachets sur des papiers. Je l'ai peu revu. Il n'y avait plus de papier à faire tamponner. Mais enfin, je l'ai revu quand même assez longtemps après. Il était chauffeur d'autobus à ce moment-là. Et il faisait la nique aux Allemands, ici, qui étaient venus pour l'attendre. L'arrêter, parce qu'il s'était quand même compromis ailleurs que chez moi. Il était venu pour l'arrêter à la gare des autobus à Besançon. Alors, quand il s'est amené, il a libéré ses clients, il les a lâchés, puis il avait vu ces deux sbires là qui lui ont pas inspiré confiance. Alors il a remis l'autobus en marche. Une fois les Allemands courent en Corse, ils essaient de le rattraper. Hein, voilà. Enfin, lui, il est mort depuis. Oui, c'est un type... enfin, c'est un type bien. Il n'y a pas de doute. Voilà mon premier contact, si vous voulez, avec la résistance. Et puis, ma foi, il y avait quand même une réputation qui se faisait. Parce qu'au village, eh bien, ma foi, je soignais le moral des hommes en particulier, parce que je les avais habitués à faire une réunion mensuelle où on mangeait du cochon, puis on gardait ses tickets de vin pour pouvoir en avoir ce soir-là, du vin. Ça faisait un gueuleton, quoi, d'une quinzaine d'hommes valides. Et c'était un patelin.
ma foi, comme toutes nos campagnes, quoi, où on ne considérait pas tellement bien les gens qui n'allaient pas à la messe. Enfin, je dois dire que j'oubliais, moi, en général. Je n'allais pas, mais enfin. Je sais que les réunions que je faisais avec ces 15 bons hommes, ben ça effrayait bien le maire et puis certaines, les femmes, quoi. Pas toutes, parce que les maris étaient bien capables de leur dire ce qu'on faisait. Mais enfin, moi, chaque fois, j'ai fait toujours un peu de propagande pour les Russes puis les Américains, hein, quand les Américains sont entrés en guerre, en leur disant... Ben, puis ils aimaient bien que j'aille leur remonter le moral, en mangeant des beefsteaks et puis ou des saucisses, puis en buvant du vin. Ah, ça, tous, ils faisaient des économies tout le mois pour pouvoir s'en mettre plein. Ce soir-là. Oui, ce soir-là. Et j'ai même fait célébrer à Bouclan le 25e anniversaire, si je me souviens bien, de l'Armée Rouge, de la création de l'Armée Rouge. J'ai dit ça au maire le lendemain ou le surlendemain. Alors là, il a failli piquer l'apoplexie, lui, parce que c'était pas son genre. Oui, enfin, avec lui, c'était un brave type. À ceci près qu'il avait une frousse noire, ou bleue, mais pire que bleue, donc noire. Ben, des Allemands, puis des représailles qui étaient possibles, puis ainsi de suite. On était assez souvent occupés par des Allemands. Des Allemands venaient en exercice au camp du Val d'Aon. Hein, et ils débordaient un peu comme cantonnement. Ils étaient chez nous souvent. Ils faisaient marcher les gens. Hein. Si le village a appris à être propre, c'est à partir du moment où les Allemands sont venus. Parce qu'ils ont fait balayer les gens devant les maisons. Ah, ils ont fait nettoyer. Et puis ils ont nous gardé un peu l'habitude après. Le patelin est toujours resté plus propre, plus beau. Oui, c'était... Et je vous disais, ah ben bon, oui, c'était mon premier contact avec la résistance. Mon deuxième, ben, ça a été des gens qui, en mars 43 alors, j'ai vu arriver chez moi, en moto, un gars qui s'est présenté comme étant un ancien du 60e régiment d'infanterie à Besançon, dont j'avais entendu parler quand moi je faisais mon service au 305 à Besançon. Alors, ma foi, je l'ai reconnu tout de suite, disons. Parce qu'il était en civil et il pouvait voyager parce qu'il avait une fonction dans les eaux et forêts. Je ne sais pas ce que c'était exactement, mais enfin, il était rattaché à cette administration-là. Alors, il est venu me demander si j'acceptais d'entrer dans la résistance pour y jouer un rôle en mobilisant des gens sur le plateau où j'étais, Bouclan. On me demandait de constituer une compagnie de 150 hommes, disons. La fois, je ne vous cache pas que moi, ça m'a plu tout de suite. Hein? Demandez que ça. Et je lui ai dit, mais bien sûr, ça marche. Puis je lui ai dit que j'étais en congé de captivité. Puis sur ma feuille de congé de captivité, il est entendu que, étant en congé de captivité, il ne faut pas que j'ai des activités contre l'armée allemande. Bien sûr. Ma foi, j'y avais pas pensé, il faut tout dire. Puis quand j'y ai repensé, mais je me suis dit, de toute façon, si tu as des activités contre l'armée allemande, mais tu es puni la même chose, que tu sois en congé de captivité ou que tu sois un civil ordinaire, alors te fais pas de bile. Et ma foi, bon, ben, j'ai fait ce que on me demandait, j'ai monté 3 sections de 40 hommes à peu près chacune, dans les villages du plateau de Bouclan, c'est-à-dire il y a 5 ou 6 communes là. Pas la peine que je vous les énumère. Hein? Bon, ben là j'ai trouvé quand même des gens auxquels j'ai pu demander de grouper des gens capables de prendre les armes le jour où on les appellerait, le jour où ce serait possible. C'était des sections qui faisaient partie de l'armée secrète, en fait. Oui, ah oui, ben justement, c'était l'armée secrète. C'était des gens qui restaient chez eux, qui étaient au village. Hein. Des sections qui devaient être armées, c'était des sédentaires. Quand on aurait, qui seraient armés quand on toucherait les équipements. Voilà, mais c'était des sédentaires au départ. C'était des sédentaires. Pas des clandestins. C'était pas au maquis. Non, ils avaient tous une occupation, ils travaillaient, etc. Oui, tout simplement, ils étaient chez eux, ceux-là. Voilà. C'était tous les hommes du village qui n'étaient pas prisonniers. Et vous aviez eu du mal à en trouver, parce que ça fait quand même pas mal de monde. J'ai pas eu de mal à les trouver, je ne peux pas dire ça. Non, les premiers, non, j'ai pas eu de mal. Après, à la fin, si. Oui.
À la fin, il a fallu qu'il arrive quelque chose pour décider beaucoup de gens à venir avec moi. Alors qu'il m'avait dit, il disait, mais avec quoi on va se battre? Bon, on n'avait rien. Je disais, mais ça viendra. Il dit, ah bon, bah, tu nous feras signe quand ça viendra. Ou bien on me disait, c'est contre le maréchal, ça c'est contre le gouvernement. Ah, c'était indubitable, c'était contre le gouvernement, parce que le gouvernement ne nous supportait pas non plus. Hein. Les miliciens n'étaient pas là pour nous faire des cadeaux, quand il y en a eu. On n'en a pas eu ici dans la région des miliciens, mais enfin on savait que ça existait quand même. Et puis on savait qu'il y avait une police allemande, puis une police française qui ne demandait qu'à arrêter les gens de chez nous, qui l'ont fait d'ailleurs pas mal, puis qui en ont fusillé quelques-uns. Et bien alors il y en a, je dis, il y en a pas mal qui m'avaient dit, écoute, tu repasseras quand tu pourras nous dire que vous êtes équipé. J'ai dit, n'ayez pas peur, ça arrivera. Ça n'est pas arrivé aussitôt que j'aurais voulu, parce qu'on en a rêvé, dans mes gars et moi, d'un débarquement en octobre 1943. Ben, il n'est pas venu en octobre 1943, puis les armes non plus. On n'en avait pas. Bon, mais enfin, ça ne fait rien. Il y avait une chose que j'étais obligé de faire, moi. Et pour remonter le moral, si vous voulez, de ces gens-là, qui s'impatientaient, qui me le disaient, qui me disaient, enfin, dis donc, c'est bientôt tes histoires, là, tu nous as embrigadés, puis on attend, nous. Ben oui, moi aussi, je leur disais, j'attends. Mais vous n'êtes pas plus pressés que moi. Puis finalement, ben, ma foi, ça stagnait, le chiffre de ce... Puis je n'en cherchais plus, c'était pas la peine. J'avais pas besoin d'avoir davantage de gens pour m'adresser des réclamations, parce qu'à ce moment-là, j'avais déménagé, j'étais à Besançon. Instituteur, toujours. Mais alors, il fallait que toutes les semaines, quand même, je vienne faire un tour dans mes patelins pour remonter le moral des gens, quoi, pour leur dire, bah oui, bah c'est pas arrivé la semaine dernière, ce sera encore pas la semaine prochaine, faut attendre. Vous attendiez un Ça, ils s'impatientaient pas mal, hein. Ça, il n'y a pas de doute. Même enfin, on ne pouvait rien changer. Puis moi, je venais, et j'en profitais pour me charger de ravitaillement. Hein. Fallait que ça serve à quelque chose, quand même. Mais il y avait quand même un truc auquel on ne pense pas assez, de ceux qui ont travaillé comme ça, tout simplement, à cultiver le moral des gens, à les tenir au chaud, pour le cas où... Puis qui ne sont jamais venus, qui n'ont jamais été mobilisés, les gens-là, pour la plupart, parce qu'il n'y en a pas eu tellement, finalement, de mobilisés. Eh bien, c'est qu'il suffisait d'une indiscrétion, il suffisait d'un type qui boive un coup de trop, et puis qui lâche une indiscrétion devant des oreilles qui ne demandaient qu'à entendre. Mais il y en a eu des comme ça, qui se sont fait ramasser. Et ma foi, moi, je n'ai pas été mouchardé par un des gars de mes équipes. Mais j'ai quand même fait l'objet d'une dénonciation. Alors c'est assez amusant pour que je le dise quand même. C'est à la poste de Bouclan qu'un postière a trouvé une lettre à la boîte, là, adressée à la commandanture, au chef de la commandanture de Besançon. Oh, ma foi. Ça ne lui a pas inspiré confiance, cette lettre. Elle s'est dit, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Elle n'a pas osé y toucher. Mais enfin, elle savait que je venais de temps en temps. Puis ma femme avait travaillé avec elle, avait été postière là. Alors ma foi, elle me connaissait bien. Puis elle s'est dit, oh, je vais demander à M. Miseman, lui, il saura bien. Moi, j'ai su, quand j'ai vu la lettre, je l'ai ouverte, tout simplement. Oui, ben c'était deux bonnes femmes, deux vieilles filles, d'un patelin voisin, je ne veux pas le dire, qui trouvaient qu'elles n'étaient pas traitées comme elles auraient dû par le maire, qui aurait dû leur donner des points de textile. Elles voulaient acheter des chaussettes, elles voulaient acheter je ne sais pas quoi, enfin, il fallait des points de textile, puis elles prétendaient que le maire ne leur en donnait pas, ni des bonnes chaussures. Alors elles se plaignaient de ça, puis elles disaient à monsieur le chef de la commandanture, si jamais vous lui disiez de me donner ce que je vous dis, ce que je vous demande, moi je pourrais vous donner des renseignements sur un monsieur qui vient très souvent dans notre commune, puis dans les communes voisines. On sait bien pourquoi. Intéressant, oui. Oui, mais elle n'a pas dit, elle ne donnait pas mon nom. Non. Elle n'a pas tel bonhomme. Ah, ben j'ai dit ça va. Mais je l'ai quand même mise sous surveillance, elle. J'ai tout de suite mis une équipe dessus, de son village d'ailleurs. J'ai dit, il faut la surveiller, voilà ce qu'elle a fait, voilà ce qu'elle a dit. Parce qu'elle était
quand elle a eu qu'elle n'avait pas de réponse, elle est allée à Besançon. Puis elle est allée à la commandantour. À la commandantour, c'était à, je ne sais pas si vous connaissez bien Besançon, bon, c'est une grande place. Puis le long de cette grande place, il y a un bâtiment, une cité administrative importante. Puis le passage pour y arriver, sur la place, il y a des arbres en quantité, et la route est barrée par une barrière mobile. Elle est allée jusqu'à la barrière mobile, sans se douter qu'elle était surveillée par 2 de mes gars. Puis là, elle a vu arriver les bagnoles, elle a vu les officiers allemands, elle a vu les gars qui présentaient les armes, qui saluaient. Ça lui a fichu la frousse. Ça lui a fichu la frousse. Elle est revenue à l'autobus, puis elle a regagné son patelin. Puis je lui ai quand même fait dire le lendemain qu'elle avait bien fait de ne pas aller à la commandantour, parce qu'elle ne serait pas rentrée au patelin le soir. Ça a dû la calmer, ça. Ben, ça l'a calmée, parce qu'il n'y a rien eu de nouveau à ce point de vue-là. On s'arrête. Deuxième. Donc par la suite, vous avez été d'autant plus méfiant. Ben, j'ai été méfiant, mais j'ai quand même eu des gens qui voulaient quand même user de représailles vis-à-vis d'elles, puis qui avaient quand même envie de leur faire, de les punir, si vous voulez. Moi, j'ai interdit qu'on fasse quoi que ce soit à ce moment-là, moi. J'ai dit qu'on leur foute la paix, puisqu'elle finalement, elle n'a pas réalisé ce qu'elle voulait faire. Puis alors, ça s'est terminé, c'était ça, c'était dans l'été 44, ça. Et après la libération, j'avais interdit donc qu'on use de représailles vis-à-vis de ces bonnes femmes. Mais après la libération, ben, les gens qui étaient chez moi, il y en avait certains qui avaient regagné leur foyer. Et en particulier, il y en avait qui avaient regagné leur foyer dans la commune, là. Puis j'ai lu sur le journal, au bout de 15 jours après la libération peut-être, il y avait eu un incendie dans le village. Mais c'était la maison des 2 bonnes femmes qui avait brûlé. Ah, ben, je disais, tiens, il y a une justice immanente. Hein? Mais c'est en lisant le Canard que... Ah, je dis, ça va. Ils n'ont rien fait avant la libération, mais on félicitait en particulier deux personnes de la commune, pompiers volontaires, qui avaient été particulièrement actifs contre cet incendie. J'ai compris tout de suite qui c'était qui avait mis le feu. Et voilà tout. Alors, on ne les a pas revues, elles ont fichu le camp ailleurs, on ne les a pas revues, les bonnes femmes. On n'a eu que ça. On ne leur a pas fait de mal. Dégâts matériels, puisque c'était la maison. Ben, quand il y a des dégâts matériels, que ça peut faire. Hein? Tant plus que c'était habituel à ce moment-là. Alors. Pour en revenir à vos sections, vous avez eu des parachutages d'armes. Oh là là, on les a espérés, les parachutages. Longtemps. Mais on n'a pas servi Besançon puis les environs, pas tout de suite. Non, je dirais même que j'ai été venu à Besançon. Et le patron de Besançon, le colonel Morin, a été arrêté par les Allemands. Alors c'est son adjoint, le colonel Barthelet, c'était avec Barthelet que je m'étais engagé, que j'étais venu. Et passé le patron pour la Franche-Comté, quoi. Et puis là, eh bien, il m'avait désigné, moi, pour être le patron du groupement de Besançon-Est, qui groupait d'ailleurs ma compagnie à moi, bien sûr. Et je dois dire qu'on attendait, on provoquait, on envoyait télégramme sur télégramme aux Anglais. Ça, c'était au printemps 44. Ah, c'était déjà plus tard que ça. C'était plus tard. Oui, il y a eu Après le débarquement ou Après le débarquement, on n'avait rien touché pour le débarquement. Pas Vous encore. n'avez rien eu. On n'avait rien eu. Et on avait de quoi mobiliser. On pensait que si on était servi en armement, on mobiliserait à Besançon ou dans les environs immédiats 12 à 14 compagnies de 140 ou 150 bons hommes chacune. Bon, ben ça n'a pas été le cas. Comme les armes ne sont pas venues, eh bien, il y en a eu dans le Jura un petit peu. Et puis seulement, il faut les comprendre, hein. Les parachutages devaient se faire pour livrer des armes aux gens qui soient susceptibles de gêner les Allemands au maximum, bien sûr. Alors ça se passait surtout, on faisait des parachutages derrière les Allemands. En Normandie, par exemple, c'était tout de suite après le front allemand qu'ils ont parachuté. Et puis ici, ils avaient prévu des parachutages dans la vallée du Rhône et puis chez nous, dans le Jura, en se disant
il faudra qu'il y ait des gens pour empoisonner la retraite allemande Couper la route. à tel endroit, eh ben, ce sera à partir de telle date. Alors, on fera un parachutage 8 jours avant. Ils avaient des programmes comme ça. Normalement, le débarquement de Provence, c'était prévu une avance rapide, mais enfin, rien à voir avec ce qui a eu lieu. L'arrivée à Besançon était prévue pour le 15 novembre. Et vous savez, quand vous comparez avec ce qui s'est passé à tous les débarquements qu'ont fait les Anglais, les Américains ailleurs, mais en venant le 15 novembre, c'était bien. Parce qu'en Italie, ils ont traîné des mois et des mois pour faire 100 km. Eh bien, ils n'ont pas mis 3 mois, ils ont mis 3 semaines. Alors vous pensez bien, les parachutages. Mais il y en a eu un, celui qu'on attendait, qui a eu lieu le lendemain de la libération de Besançon, dans les environs de Salins. Il y avait de quoi armer un régiment. Ben oui, mais ça n'a pas été perdu. Ça a été pour équiper un régiment que les FFI ont formé au Val d'Aon à ce moment-là. Mais enfin, nous, on avait tiré la langue jusque-là en espérant qu'on aurait des outils à mettre entre les mains de nos gens. Ben non, on n'en a pas eu. Et j'ai une section qui est partie au Val d'Aon, parce qu'il y avait des FFI de la région de Pontarlier qui venaient d'arriver et qui avaient été un peu armés, eux, un peu par l'armée française, un peu par les parachutages, des rares qui avaient eu lieu là-bas, peut-être avec ce qu'ils avaient récupéré sur les Allemands aussi. Bon, ces 40-là, il y en a eu la moitié qui ont été armés, parce que c'était comme ça. De toute façon, on ne pouvait pas armer tout le monde. Et puis moi qui étais à Besançon pour assurer les liaisons avec les différentes administrations, puisque j'étais à ce moment-là, je vous dis, le chef du groupement de Besançon Est. Enfin, c'était vraiment du travail. C'était pas du sport, c'était pas de la bagarre, pas du tout. Puis je vous dirais même que ça commençait à me peser, parce que c'était quand même un poste que les Allemands savaient qu'il existait. Alors automatiquement, ils recherchaient. J'étais protégé par mon anonymat, c'est d'accord. Ils ne savaient pas le nom. Mais ils savaient qu'il y avait quelqu'un. Mais ils savaient bien qu'il y en avait un. Et en général, c'est ce que me disait mon patron, le colonel Barthelet. Il me disait, oh, quand on a fait 3 mois, là, il faut s'en aller. Hein. Ben, enfin, j'avais encore pas fait 3 mois, mais je n'étais pas tellement loin. Non, j'avais fait 2 mois à peu près, au moment de la libération. Et alors là, c'est ce qui s'est passé. Il y a eu un parachutage qui s'est fait à Vieillé. Vieillé, c'était le seul endroit qui a été mobilisé et qui a été très actif depuis le débarquement dans notre coin. C'était un maquis véritablement actif. Ça, il y a eu des déraillements, il y a même eu un exploit que je tiens à vous mentionner de la part des gens du maquis de Vieillé. Ça s'est passé, au mois de juillet, oui, fin juillet, je crois. Oui, fin juillet 44. La gare de Besançon avait été bombardée en 43. On avait toujours pensé que c'était par erreur. C'était une partie du raid d'avions anglais qui allaient bombarder Sochaux, les usines Peugeot, qui s'étaient égarés, probablement. Puis, ma foi, pour ne pas être venus pour rien, ils avaient bombardé la gare de Besançon. Enfin, ils avaient bombardé tout ce qu'on veut, sauf la gare. C'est-à-dire qu'il y a eu 150 immeubles qui ont été endommagés, puis il y a eu une cinquantaine de victimes, de tués. Bon, mais la gare marchait toujours. Et c'est important comme centre de passage ici, la vallée du Doubs. La vallée du Rhône, la vallée du Doubs, pour aller en Allemagne, eh ben c'est la voie de communication normale, la voie ferrée, voie routière, voie fluviale, tout ce que vous voulez. Bon, si on supprimait la voie ferrée, eh ben ça donnait bien des ennuis aux Allemands qui... Alors, ils voulaient bombarder la voie ferrée. Ils nous l'ont fait savoir. Ils l'ont fait savoir, c'était encore le colonel Morin qui était là. Et c'est assez amusant parce qu'ils avaient dit, prévenez les populations qu'elles s'éloignent de la gare. Ce qui est une recommandation, réfléchissez un peu. On ne peut pas être plus bête que ça. On ne voit pas des gens qui vont dire aux autres, les clients qui habitent aux environs de la gare, il faut vous en aller, les Anglais vont bombarder ce soir. En cachette des Allemands, qu'on va leur dire, hein. Et bien les Allemands ne les sachent pas. Et bien, on n'a rien dit du tout à personne. C'est tout. Mais on a dit aux Anglais, écoutez, si vous donniez peut-être 2 jours, on pourrait faire le travail nous-mêmes. Avec les explosifs que nous avons reçus dernièrement,
Il n'y avait pas beaucoup d'armes, mais il y avait même quelques explosifs pour les sabotages. Et bien peut-être qu'on pourrait neutraliser la gare. Ben, les gens de Londres ont été compréhensifs, ils aimaient autant le travail fait que le travail à faire. Et ils ont dit, ben écoutez, allez-y, si vous pouvez, puis rendez compte. Alors, une nuit, il y a une équipe de 5 à 6 bons hommes qui sont venus du maquis de Vieillé à la gare de Besançon, parce qu'une gare, pour qu'elle puisse rendre service, il faut qu'on puisse changer de voie, qu'on puisse changer qu'il y ait des aiguillages qui marchent. Si vous supprimez tous les aiguillages, ça devient comme une ligne en race campagne, unique. Et bien, enfin, il y a cette équipe au milieu des cheminots allemands, parce qu'il y avait des cheminots allemands en pagaille ici, au milieu des soldats allemands en sentinelle. Ils ont fait ça de nuit, mais enfin, il y avait quand même tout ce populo-là, puis des cheminots français d'ailleurs. Mais ils sont venus poser sur les 18 aiguilles qui étaient utilisées par les voies en gare Viotte, en gare de Besançon, ils avaient 16 charges. Ils ont mis aux aiguilles, parce que les aiguilles, vous avez une pièce d'aiguillage qui est un acier spécial, où c'est quand ça change de voie. Il faut que le V là, c'est un acier très particulier parce qu'il a résisté à pas mal d'efforts. Alors ils ont collé mes 16 charges à l'intérieur du V, et puis ils ont pu le faire. Il y a eu quelques petits incidents, mais enfin on ne peut pas tout vous raconter. Ils ont pu le faire, ils sont repartis, ils sont arrêtés à la lisière de Besançon, quand la première charge a sauté, puis ils ont compté, il y en a eu 16 qui ont éclaté. Alors il y avait quand même sur 18 aiguillages, il y en avait 16 qui étaient paralysés. Alors, le lendemain, le Morin en question, le patron, il a envoyé un télégramme à Dijon, à Londres, puis il a dit, ben voilà ce qu'on a fait. Puis à Londres, ils ont répondu, on va voir. Puis il y a eu un avion de reconnaissance qui est venu faire les photos qu'il fallait le lendemain. Puis ils ont dit, c'est bien, ça va, on ne bombardera pas. J'appelle ça une victoire, moi. Éviter un bombardement. Quand on pense à celui qui avait été fait par erreur, par un petit nombre d'avions, à ce qu'aurait été celui-là, quand Besançon était la cible privilégiée, ça aurait fait 300 ou 400 immeubles abîmés, pas 150, puis ça aurait fait 300 victimes au lieu de 50. Mais ça n'a pas eu lieu, on n'en a pas parlé, parce que ça n'a pas fait de bruit. Un bombardement qui n'a pas lieu ne fait pas de bruit. Il n'y a pas de raison qu'on en... Mais c'est il y a 2 ans, c'est peut-être 3 maintenant, je ne sais plus comment je vis, que je me suis souvenu de ça. Que les gens qui avaient participé à cette action, sabotage, oui. Ben, n'avaient jamais été... C'était encore la guerre, hein. Ça a continué après la guerre. On était à 1 mois de la libération de Besançon peut-être, mais c'était un incident comme ça, qui passe inaperçu. Ben, on n'en a pas reparlé. Puis c'est il y a 3 ans, je ne sais plus quel anniversaire c'était, il y en a un de l'équipe là, qu'on en a parlé, puis il me dit, puis on n'en a jamais eu de... Besançon s'en est jamais occupé, hein, ils n'ont jamais su. Oh, je me suis dit, ben il a raison. Moi je vais essayer de donner un peu de voix à cette histoire, maintenant. Puis je suis allé raconter ça au maire, puis je lui ai dit, mais Besançon doit... Il y a une sacrée dette vis-à-vis de un tel, ils étaient 5. Parce que voilà ce qu'ils ont évité à Besançon. Il faut bien reconnaître que, évidemment, on parle moins d'un bombardement qui ne se fait pas que d'un bombardement qui arrive. Mais n'empêche que ceux qui l'ont évité, ce bombardement-là, on peut bien considérer qu'ils ont acquis un certain mérite. Ben, il a été d'accord, le maire, bien sûr. Et ma foi, il y a une inauguration de je ne sais plus quel musée d'exposition de la résistance à l'hôtel de ville à Besançon. Puis on en a profité pour remettre la médaille de la ville de Besançon à ces 5 bons hommes-là. Voyez-vous, voilà, ben c'était un des actes les mieux réussis, je dirais, de la résistance byzantine. Parce que à ce moment-là, on a et également, comme on savait que les Allemands étaient refoulés, pas assez beaucoup, on a quand même mobilisé ce qu'on pouvait avec les armements du petit parachutage qui s'est fait aux environs du 20 août. Alors on a armé 2 compagnies qui ont été mobilisées, qu'on a mis en garnison autour de Besançon sur les itinéraires de Belfort
pour surveiller, pour gêner la circulation dans la direction de Belfort et de Vesoul. Et puis, le 25, non, puisque c'est le 25 que je suis allé prendre possession de mon maquis, c'est le 23 août, c'est vous dire que c'était. Eh bien, moi, on m'a dit, les Allemands ont déjà dépassé, sont à Lyon, vous venez de le dépasser, ils vont être à Lons-le-Saunier dans tant peu de temps, puis à Besançon aussi. On ne va pas recevoir de parachutage avant que... Alors on va mobiliser une dernière compagnie, la mettre sur le terrain, avec le peu d'armes dont on dispose. Puis c'est vous qui allez la prendre, puisque c'est la dernière qu'on va mettre sur pied. Ah ben j'ai dit, moi, d'accord, parce que je ne me sentais pas tellement solide, moi, ici. Je vous ai dit, je savais bien que j'étais recherché, pas moi personnellement, mais le commandant du groupement de Besançon était recherché par les Allemands. Bon, ils ont bien fini par savoir que c'était moi, à savoir le nom. Bon, mais ils n'ont pas su à ce moment-là, puisque moi j'ai pu prendre ma compagnie, puis aller m'installer entre deux voies assez importantes, la route de Lyon, la route qui vient de Lyon à Besançon, et puis la route qui va de Besançon au Val d'Aon, où il y a toujours eu une grosse garnison allemande à Val d'Aon. Alors il y avait un mouvement important de troupes allemandes. Puis j'ai installé mon maquis là au milieu, puis ma voix, ça, on a duré 12 jours. Je ne peux pas dire que ma campagne de bagarre, de maquis, a duré longtemps. Mais enfin, on a quand même eu quelques petits incidents avec les Allemands. En particulier, on m'avait dit, vous irez chercher des armes à Vieillé, vous irez les prendre. Du moins, les armes, vous les trouverez, vous allez trouver un point de chute, un maquis. Vous nous direz où c'est, vous réunissez, vous appelez vos gens, vous les faites venir et puis on vous conduit les armes. C'était eux qui devaient les conduire. Enfin, comme on dit, ça se fait. Je mobilise mes gens. Ils arrivent le matin ici, il y a le 25 août, oui. Il me semble que c'est le 25. Je ne sais plus si c'est le 25 ou le 23. Mais enfin, bref, hein, ça c'est ma mémoire qui est défaillante, il ne faut pas lui en vouloir, elle est comme ça. Mais à 2 jours près. Hein, et les armes n'étaient pas là. Puis mes types étaient là. J'avais 120 bons hommes, 130 même, oui, qui sont arrivés en même temps que moi, à la ferme que j'avais désignée comme étant le lieu de rassemblement pour le maquis. Puis je leur ai dit, ben, écoutez, les armes vont arriver, vous ne faites pas de bile. Ben oui, on a attendu toute la journée, puis les armes ne sont pas arrivées. Puis ils faisaient une drôle de tête, les gars, puis moi aussi. Puis je leur ai dit, écoutez, je vais aller à Vieillé, me renseigner pour savoir... Alors je suis parti en vélo à Vieillé, c'est de l'autre côté du Doubs, c'était pas de mon côté en tous les cas. Puis je vais demander comment ça se fait que je n'ai pas reçu les armes qui m'avaient été promises. Enfin, quand j'y suis arrivé le soir, eh ben, j'ai vu mon chef, le colonel Barthelet, qui me dit, ça ne m'étonne pas que vous veniez. La camionnette est dépannée. La camionnette, elle venait d'être dépannée quand je suis arrivé le soir. Il me dit, vous allez coucher ici, puis vous partirez demain matin. Puis le lendemain matin, enfin oui, on a chargé la camionnette, il y avait de quoi équiper, en armes portatives, j'avais de quoi équiper 40 types. Et puis j'avais des explosifs, puis des grenades, des sales engins. Hein, les grenades au phosphore, je vous assure, c'est un sale truc. Hein. Et puis les grenades Gamon, enfin, ça vaut pas beaucoup mieux. Vaut mieux, enfin, ceux qui les reçoivent, pour ceux qui les reçoivent, ça vaut pas mieux. Enfin, ça j'en avais. Ils m'avaient donné pas mal de grenades. Et puis pour les fusils, enfin, quand je suis arrivé, ça a été pas une petite affaire. Parce que j'étais d'un côté du Doubs, à 20 km au nord de Besançon. Et puis mon maquis était à 15 km de l'autre côté. Et alors sur les routes, c'était sans discontinuer des processions de voitures allemandes. De voitures, oui, il y avait des voitures, bien sûr, puis il y avait des gens à pied aussi, en pagaille. Il y en avait partout, c'était truffé d'Allemands. Alors, ma foi, depuis Vieillé, je me suis dit, je vais aller prendre un pont à tel endroit.
le pont de l'Essai, que je connaissais bien, parce que c'était un que j'utilisais souvent avant, quand j'étais instituteur à Bouclin. Seulement, ce pont-là, ben, ma foi, quand j'y suis arrivé, j'ai quand même envoyé un bonhomme jeter un coup d'œil sur les lieux. Puis, c'était un fou, le type. Un trompe-la-mort. Hein. Quand je dis un fou, c'était pas un fou. Mais alors, un trompe-la-mort. Imprudent pour lui, puis pour les autres. Parce que ça lui est arrivé, de faire arriver des choses graves à des copains. Il en a même tué un. À des camarades. C'était un type un peu déséquilibré. Mais qui a fait des choses. Il avait, avec un de ses camarades, il s'est promené dans une voiture allemande dont ils avaient supprimé les possesseurs. Puis ils sont allés se balader et faire une reconnaissance dans un patelin qui était occupé par les Allemands. Où ils ont failli se faire tuer d'ailleurs, parce qu'ils n'ont pas réussi à faire marcher la mitraillette allemande qui était dans la voiture. Mais enfin, ils ont eu le temps de reculer puis de se sauver, quoi. C'est vous dire, mais il était capable d'essayer n'importe quoi, celui-là. Alors il est venu au pont, il m'a dit, ben c'est gardé. Il m'a dit, bien sûr, c'est gardé. Il y a un poste de police, là, ils sont tellement, combien il y en a? Je lui dis. Ben, il m'a dit, moi, dehors, il y en avait 4. Et puis, à l'intérieur, je sais qu'il y en avait, j'ai vu qu'il y en avait, mais je ne sais pas combien. En tout, le poste, ça devait faire une douzaine de types qui se relayaient. Et puis les maisons de l'Essai, alors du village, ben, il y en a de part et d'autre du pont, à l'entrée, pas bien loin. Ben, il me disait, vous savez, on va forcer, hein, ils sont 4. On passe. Pour les descendre en flammes, on passe, hein. C'est tentant, hein. Risqué. Mais ma foi, je me suis dit, oui, ça, on n'était pas beaucoup non plus dans la voiture, nous. Il y avait le chauffeur, moi, puis 2 types qui étaient assis derrière. On pouvait tenter l'aventure, on leur balançait 2 ou 3 grenades, ma foi, oui, à condition qu'ils ne nous tirent pas dessus avant. Parce qu'ils n'étaient pas les 4 groupés, ils étaient échelonnés sur... Bon. Et puis je me suis dit, si on les loupe, et si on fiche le feu avec nos grenades par là au travers, on va flanquer tout le village comme but à des représailles certaines, quoi. Parce qu'il y en avait eu peu de temps avant sur un village de la route entre Besançon et Belfort, qui avait quand même suscité pas mal de commentaires de la part des populations. Hein, il y avait eu une affaire une attaque sur une colonne allemande, et les gens avaient fichu le camp, les maquis, c'était leur boulot, c'était ça qu'ils devaient faire. Mais c'était le village qui avait flambé le lendemain. Alors moi, je me suis dit tout ça, puis je me suis dit, ben, on va faire le chemin inverse, on va retourner à Vieillé. J'avais dû, à une certaine reprise, me mettre dans le convoi allemand pour passer. Autrement dit, j'arrivais de la campagne, je trouvais la route nationale, puis j'étais obligé de l'emprunter pour reprendre le chemin qui me menait au pont de l'Essai. Mais enfin, les soldats allemands étaient plus occupés à l'examen du ciel que par cette camionnette qui se coulait. Ils ne savaient pas ce qu'il y avait dedans. Ils se sont dit, s'ils sont là. Je ne sais pas s'ils ont beaucoup réfléchi. Eux, ils pensaient à partir pour bagner Belfort. Hein. Bon, ils ne m'ont pas regardé, mais ils m'ont foutu la paix. J'ai dit, c'est bien. Il a fallu quand même recommencer dans l'autre sens. Et puis après, revenir à Vieillé. Et puis depuis Vieillé, le lendemain matin, alors, je suis parti sur un pont qui est assez éloigné, à 20 km de l'autre côté de Besançon, parce qu'il n'y avait quand même pas tellement de ponts. Et celui-là, j'ai eu du mal parce qu'il a fallu que je m'arrête plusieurs fois, parce que j'avais toujours mon estafette devant quand même que j'envoyais. Il était un vélo moteur, il partait en avant, puis il venait me dire, voilà, il y a telle chose, telle chose. Alors à plusieurs raisons, je me suis arrêté plusieurs fois. Puis je suis arrivé à mon pont quand même, qui n'était pas gardé. Je me doutais bien qu'il devait être moins gardé que les autres parce qu'il était moins important, beaucoup plus étroit. Mais enfin, largement la place pour un camion. Mais un à la fois, hein, pas 2. Bon, bref, il avait été gardé. Mais les Allemands l'avaient abandonné sans le faire sauter, c'est ce qui m'étonne. Mais enfin, c'était comme ça. Je suis arrivé à mon pont, j'ai pu le passer, je suis arrivé à mon maquis, je me disais, il y en a certainement qui auront eu la frousse. Qui sont partis. Qui vont partir.
Je m'attendais à trouver toute une équipe de gens pas contents. Puis là, j'avais laissé pour les commander, pour assurer le commandement et l'installation du camp, c'était mon frère. Mon frère qui était lieutenant de réserve, et puis que j'avais pris comme adjoint. Alors quand je suis arrivé, je me disais, qu'est-ce qu'il va me dire? Il va me dire que ça a été la révolution. Puis pas du tout. Il m'a dit, bah, tu sais, je suis étonné, mais ils ont bien accepté les choses. Ils t'attendent. Hein. Ils t'attendent avec impatience. Ils t'ont fait confiance. Ils considèrent que tu dois réussir. Il y en a 2 qui sont partis sur 140. Pas beaucoup. Ben non. Ben, je vous assure que ça m'a étonné. Puis j'ai considéré que j'avais affaire à une bonne équipe. Puis ma foi, ben, j'ai réparti mes armes. Ils ont été déçus qu'il n'y en ait que 40 pour eux. Mais il y en avait. Ça a suffi pour leur donner du cran. Parce qu'ils se sont dit, ma foi, ça fait 1 pour 3, un fusil pour 3. On va bien en récupérer quelques-uns ces jours-ci, puisqu'on a des fusils. C'est ce qu'ils ont fait d'ailleurs. J'avais un de mes jeunes frères que j'avais retrouvé à Smaki. C'est pas moi qui l'avais mobilisé, mais il s'était inscrit, je ne sais plus à quel groupe de Besançon, qui m'avait envoyé son équipe. J'étais en liaison avec les patrons, mais on ne savait pas les noms de tous les types qui étaient mobilisés. Alors je l'avais trouvé là. Il avait été un gamin qui avait 18 ans à l'époque, oui. Puis j'avais distribué les fusils, je n'en ai pas donné. Hein? J'ai préféré les donner à ceux qui avaient déjà eu l'occasion d'en manier quelques-uns avant, qui étaient les plus vieux, quoi. Et puis même à l'occasion, là, j'ai eu l'occasion, ça m'avait surpris, j'ai eu l'occasion de venir faire une reconnaissance du côté de Beurre. C'est pas bien loin de l'endroit où j'étais. Hein? Puis j'y étais venu parce que ma mère était institutrice, là. Et je me souviens, j'ai vu ma mère qui me dit, il paraît que Claude est avec toi. Moi, enfin, ça me rassure qu'il soit avec toi. Je ne savais pas qui était là au-dessus, puis qui commandait. Mais j'ai dit, ben oui, ben c'est moi, puis c'est... Ah ben, ça me rassure que Claude soit... Il est venu me voir hier. J'ai dit, il n'avait pas le droit. Il n'aurait pas dû. Si j'avais su ça... Puis, il me dit, écoute, voir donner un fusil. Il pleure pour avoir un fusil. Je lui dis, écoute, tu me dis qu'il faut veiller sur son sort, qu'il faut lui éviter d'être dans les endroits où ça se bagarre trop. Mais tu me dis qu'il faut lui donner un fusil. Eh bien, je ne veux pas lui en donner parce que je ne veux pas qu'il y aille maintenant. Moi, j'en manque, c'est pas lui qui sera servi. Puis quand je suis rentré, j'ai même dit à mon frère, j'ai dit, pareil, t'es allé voir la maman hier, tu t'es plaint parce que tu n'avais pas de fusil, mais tu n'auras pas de fusil. Parce que je ne veux pas que tu ailles te bagarrer. Tu iras quand tout le monde sera équipé et en groupe. Bon, tu me dis, d'accord. Puis j'ajoute même pour... T'en auras un quand tu te le seras procuré. Bon, le lendemain, après-midi, je vais faire un tour dans la carré où mon frère couchait. Il était couché, c'était l'après-midi, parce qu'ils avaient fait une reconnaissance le matin, mais il avait un fusil. Il était allé en embuscade le matin avec des autres, puis ils avaient culbuté un camion, enfin une camionnette, où il y avait une demi-douzaine d'Allemands dedans, qui étaient allés au fossé. Il était allé récupérer son fusil. Mais qu'est-ce que vous voulez? Je ne pouvais pas lui faire de reproche quand même. Alors je lui ai laissé son fusil. Mais ce que je n'avais pas bien compris quand même, c'était le réflexe de ma mère, finalement, qui voulait que je le ménage, que je le surveille, que je sois très prudent pour lui, mais qui m'avait quitté en me disant, donne-lui quand même un fusil. Je ne sais pas si elle se rendait bien compte, mais enfin, bref, elle était civile. Hein? T'as pu? Je dirais Attendez, on va repartir. Oui. Donc là, on en arrive à la libération de Besançon. La libération de Besançon. Vous Bon, êtes, je suis installé au maquis avec 40 armes. On se livre à quelques embuscades sur la route de Lyon, puis sur la route de Val-d'Aon. Bon, enfin, c'est assez limité comme action, mais enfin suffisamment pour me rapporter quand même une demi-douzaine de fusils, ce qui n'est pas rien, parce que, étant donné ce qu'on en a. Et puis j'ai la surprise de voir arriver à mon maquis une équipe de liaison
américaine, non, c'était envoyé par Londres. Il y avait un officier américain, il y avait un officier français, qui venait du Maroc, lui, et puis un radio, avec ses appareils pour qu'on puisse communiquer avec Londres. Alors l'américain, le lieutenant américain, ont tenu ces gens-là. Ils étaient parachutés, mais ils venaient pour nous initier au maniement de certains armements, les explosifs en particulier, et puis également, en principe, pour nous relier à Londres et puis provoquer des parachutages aux endroits où il en fallait. Quand ils sont arrivés chez moi, la première des choses, je leur ai dit, écoutez, il me faut des armes. Vous avez des terrains de parachutage? J'ai dit, j'en ai indiqué plusieurs, parce que les terrains de parachutage, il fallait qu'ils soient choisis avant, qu'on ait communiqué les coordonnées pour qu'ils puissent les trouver. Et ça ne pouvait pas être n'importe quoi. Il fallait que ce soit quelque chose d'assez dissimulé pour que ça ne se voit pas des grandes routes, par exemple. Mais enfin, dans le Jura, on trouvait ça facilement. Avec les forêts, puis les creux, les bosses, ça va. Et bien, ma foi, il a téléphoné, télégraphié à Londres, en disant qu'il fallait un parachutage de tel type, c'est-à-dire j'avais de quoi armer une compagnie, largement, le plus tôt possible. On lui a dit que j'allais l'avoir le soir. Mais le soir, il n'est pas venu. Et puis le lendemain non plus. Mais le lendemain, j'avais l'ordre de venir me rendre à Besançon pour participer au nettoyage de la ville. C'était autrement dit le 6 ou le 7, oui. Enfin, les derniers jours de... Alors je suis venu. Oui, j'ai passé la nuit à Arguel. On a couché dehors à Arguel, puis on est parti le lendemain matin pour être le 8 à 7 heures du matin à l'entrée de Besançon, où j'ai retrouvé mon colonel, mon chef, qui m'a dit, écoutez, les Allemands s'en vont, ils ne pensent guère résister, mais il y en a quand même toujours qui restent là pour faciliter la retraite des autres. Alors je vous demande d'aller nettoyer avec vos gens le quartier de Montrapon et puis la gare de triage. Moi, bon, j'ai pris. Je suis parti avec mes bons hommes, j'ai réparti le travail entre les différentes sections, j'ai dit, vous allez me nettoyer ce coin-là, vous là, et puis... Alors, le soir même, je dois dire qu'on est tombé quand même sur quelques Allemands qui avaient envie de liquider leur dernière cartouche, parce qu'ils m'ont tué un type. Ils m'ont tué un habitant de Saône, comme par hasard. C'était le seul chargé de famille de mon mari. Il avait 6 gosses. On ne lui aurait rien reproché s'il n'était pas venu à lui. Puis je n'avais pas insisté pour qu'il vienne. C'est lui qui a voulu venir. Ben c'est le seul qui soit allé se faire tuer ce jour-là. Mais la preuve que les Allemands ne tenaient pas tellement à se battre qu'ils se disaient, avec tout ce qui nous arrive depuis un certain temps, que ce soit en Normandie ou que ce soit sur le fond de Provence, ça leur avait coupé l'appétit un peu. Hein. Alors ils se rendaient assez facilement. Moi j'ai fait dans les jardins de Montrapon une bonne 50aine de prisonniers, dont je ne savais pas que faire. Parce que c'était pas agréable de faire des prisonniers. Les prisonniers, normalement, vous devez les nourrir, puis vous devez les garder. Alors les garder puis les nourrir, ben, j'en ai fait cadeau à la première unité américaine que j'ai rencontrée, qui étaient mes voisins. Il y avait une unité américaine, je ne sais pas quelle compagnie, enfin c'était le 5e corps américain qui était... Mais alors moi j'ai eu affaire à un commandant de compagnie, pour lui dire, dites donc j'ai 50 bons hommes, là, j'aimerais bien en être débarrassé. Puis lui était tout content de les prendre, parce que soyez tranquille, dans son rapport du soir, il n'a pas dit c'est les FFI qui m'ont fait 50 prisonniers, et il a dit que c'était son unité qui les avait. J'aurais fait pareil. Hein? Alors je ne lui reprochais rien, mais je suis certain que ça s'est passé comme ça. Et il faut dire que, ma foi, la libération de Besançon, ça s'est terminé le 8 au soir. Et il faut dire que ça a été facile, bien sûr. Ça a été facile pour 2 raisons. Parce que, j'allais dire, parce que les Allemands y ont mis du leur. Ils n'ont pas mis du leur de bonne volonté, mais enfin, ils ne se sont pas défendus beaucoup. Et puis il y a ça que Besançon, quand j'ai été mobilisé, moi, au mois d'août, avec ma compagnie, je pensais y être pour je ne sais pas combien de temps. J'avais eu des renseignements auparavant avec mes patrons que Besançon, il ne fallait pas s'attendre à être libéré avant le mois de novembre.
Ben, ma foi, moi, je pensais que je partais pour une campagne d'au moins 2 mois. Et pour Dieu, elle a duré. Les Alliés, au lieu de mettre 3 mois, mettent 3 semaines. On pouvait quand même pas leur reprocher. Hein? Alors, ma foi, je dis que la libération de Besançon, ça a été un peu miraculeux. Parce qu'il n'y a pas eu de dégâts, finalement. Il n'y a pas eu de dégâts. La gare a été épargnée dans les conditions que je vous ai données tout à l'heure, puis le reste de la ville, quand il s'est agi de... On s'est bagarré un petit peu aux environs de Besançon à la campagne. Moi, ce que j'ai fourni à ce moment-là, tous mes hommes, je les ai répartis entre des unités américaines qui avaient besoin de gens qui connaissent le pays, et puis qui aillent faire des reconnaissances, puis qui les guident. Et puis également, je suis un artilleur, bon ça tombait bien, je me suis posé près d'une batterie d'artillerie à Fontaine, et puis qui a neutralisé les batteries allemandes qui étaient dans le plateau à une douzaine de kilomètres. C'est moi qui leur situais, qui pouvais leur dire exactement. Si je n'avais pas été là, ce ne serait pas si bien passé. Mais enfin, j'avais du métier là. Hein, ça tombait bien. C'était votre parti. Oui. Ils ont eu de la veine aussi, les Américains, d'être aidés par quelqu'un de compétent. Hein. Oui, et puis qui connaissait le terrain. Et puis je connaissais bien le terrain, oui, justement. Là, c'est pour ça d'ailleurs qu'il. Mais j'avais plus d'hommes à ma disposition. Hein. Tout était parti dans les différentes directions avec soit une section d'Américains, soit une compagnie. Oui, tout le monde a été tout le monde était pris, tout le monde était occupé. Et puis le 8 au soir, enfin c'est surtout le lendemain matin que j'ai récupéré mes gens, on s'est installé dans une caserne qui avait été abandonnée par l'administration allemande, un régiment allemand la veille. C'est moi qui me suis installé dans le bureau du colonel allemand. Puis je vous dirai une chose, je pense que c'est avouable quand même. Il y avait 2 tableaux, 2 peintures à l'huile, 2 paysages de Besançon qui étaient pendus sur les murs de ce bureau. Et puis il y avait un beau cachet derrière que c'était propriété de la Wehrmacht. Ben, je les ai emportés comme prise de guerre quand on m'a mis à la porte de la caserne. Parce que c'est une des grandes casernes de Besançon. J'ai fait 8 jours peut-être. Parce que j'ai été mis à la porte par les Américains qui ont installé un hôpital. Je n'avais pas à discuter, hein, j'étais là pour obéir. Ils me mettaient à la porte, ils me disaient d'aller ailleurs, ben, je suis allé ailleurs. Et c'est tout, je suis allé m'installer dans un collège pendant quelque temps, puis après dans une autre caserne de Besançon qui ne les intéressait pas, qui est maintenant un établissement scolaire une école d'hôtellerie. La caserne Condé, on était très bien. Puis ma foi, j'ai assuré, si vous voulez, l'ordre dans les environs de Besançon pendant une dizaine de jours. Et puis j'ai participé au nettoyage de la campagne derrière les troupes américaines, parce qu'il y a toujours des gens qui restent des traînards, vous savez, puis qui sont capables de vous jouer des tours quand ils ont une arme dans la main. Alors il fallait qu'on nettoie derrière l'armée américaine. Enfin, on a nettoyé derrière l'armée américaine en haute zone. Puis ça s'est limité à ça, mes combats pour la libération de Besançon. Et par conséquent, ma carrière de résistant, parce que je me suis engagé pour la durée de la guerre, c'est ce qu'on demandait. Moi, je commandais un bataillon, parce que j'avais une compagnie. Il y en avait 3 autres qui avaient été mobilisés, un peu avant la mienne. Quand on a rattrapé ces gens-là à Besançon, on a fait un bataillon. Puis pour le bataillon, il fallait un chef, il fallait un homme de confiance, pas n'importe qui. Alors j'ai commandé le 7e bataillon de marche du Doubs qui a été créé à Besançon à ce moment-là. Et ce 7e bataillon de marche était commandé par un artilleur, donc. Ben, dans l'armée, on n'aime pas que les fantassins soient commandés par les artilleurs, puis que les sous-marins soient aux mains d'un personnel navigant. Hein? Non, les aviateurs ne sont pas là pour les sous-marins, puis moi, je n'étais pas là pour l'infanterie. On me l'a fait sentir au bout d'un certain temps, parce que ça a duré quand même un certain temps. 5 mois, oui. 5 mois pendant lesquels j'étais en principe le chef de bataillon du 7e bataillon de marche du Doubs, qui est devenu, au mois de février 1945, alors, le 1er bataillon du 60e régiment d'infanterie qui était reconstitué. Et alors à ce moment-là, on me l'a pris en me disant, allez, les artilleurs,
aller ailleurs, et en attendant, on m'a mis dans un état-major à Dijon. Puis après à Besançon. Mais je ne suis pas parti avec mes fantassins, mon bataillon de fantassins, qui a été pris en main par... C'est pour ça que je n'ai pas trouvé ça... Enfin si, c'était assez frustrant, si vous voulez. Moi j'aimais bien mes gars, puis eux m'aimaient bien aussi. Du moins j'espère. Parce que c'est celui qui était venu me trouver chez moi, le lieutenant dont j'ai parlé tout à l'heure, qui était venu me trouver chez moi pour me demander si j'étais volontaire pour mobiliser le plateau. Le lieutenant, c'était le lieutenant Grenier, qui est devenu après capitaine, puis commandant, puis qui aurait certainement fini, je dis bien, qui aurait certainement fini chef d'état-major des armées françaises, s'il ne s'était pas tué quand il était commandant. Mais il a eu un accident de bagnole, il s'est tué, c'était un type qui avait le plus bel avenir devant lui. D'ailleurs, si vous avez entendu parler du plan Tortue, non. Si? De nom. Eh bien, le plan Tortue, qui était pour freiner les armées allemandes qui battaient en retraite de Normandie, eh bien, c'était lui qui était le responsable de l'organisation des... Oui, c'était ce type-là. Qui était un type de valeur, qui était un bon militaire, ça, il n'y a pas de doute. Alors, je veux vous dire quand même, puisque on s'est arrêté là, finalement. Là, j'ai demandé à devenir un militaire de carrière, parce que j'avais 4 galons. Hein? C'était bien. Mais je ne les ai pas gardés. J'ai été intégré comme capitaine, mais ça valait mieux. Parce que j'avais quand même pas le métier d'un chef d'escadron d'artillerie. C'est venu après. C'est revenu. Pas vite d'ailleurs. Bon, enfin, ça, c'est une autre histoire. Et j'ai fait terminer donc ma carrière comme militaire. Et puis, la résistance, ma carrière dans la résistance m'a quand même été reconnue, si vous voulez, par l'attribution d'une décoration qui n'a pas été tellement courante. La médaille de la résistance, qu'il ne faut pas confondre avec une autre médaille qui a été distribuée à ceux qui ont participé un certain temps. Il y a la croix des combattants volontaires, les CVR. Mais enfin, les CVR, il y en a beaucoup, vous en trouverez pas mal à Besançon, je ne sais pas combien ils sont. Les médaillés de la résistance, on reste 4 à Besançon. J'en ai enterré un hier, mais enfin, ça faisait... On était 4. En comptant celui que j'ai enterré. Donc, on reste 3. Ça veut vous dire qu'il n'y en a pas eu beaucoup. Dans la médaille de la résistance, je suis bien content d'avoir l'occasion d'en parler. C'est quand même une distinction qui a été offerte aux gens qui ont participé à la résistance, mais qui ont quand même, n'ont pas fait qu'être passifs. Ça a été des initiateurs ou des organisateurs, des cadres en tous les cas. Des cadres, oui. Si bien que, en fait, on en a donné pas mal à des gens qui s'étaient fait tuer. Il y a eu 45 000 médailles de la résistance attribuées en 45-46. Ça s'est bloqué, hein, ça a été fini. En 46, il n'y en a plus. Le dernier décret, je crois, était au début de 47. Si bien que vous avez quelquefois maintenant des gens qui y pensent. Oui, puis ça correspond quand même à quelque chose ah oui, bien, ça vaut la peine. Bien précis. Parce que sur ces 45 000, il y en avait 19 000 qui étaient donnés à titre posthume. Donc il y en a 25 000 qui l'ont eu vraiment, à titre, oui, à titre normal, quoi. Et voilà, sur ces 25 000, je ne sais pas si on reste 5 000 maintenant, il y a une association, l'Association nationale des médaillés de la résistance française, qui groupe maintenant, le siège social est à Paris, il regroupe 3500 sociétaires. Il y a une section pour la Franche-Comté, dont je suis le président, parce qu'il en faut un. Eh bien, je crois que, au dernier inventaire, si je puis dire, nous étions 70 pour la Franche-Comté. Et c'est pas quand je vois l'annuaire, eh bien, je peux dire quand même que dans la région de Franche-Comté, de Doubs, Jura, Haute-Saône, eh bien, les médailles de la résistance, il y en a eu pas mal de données. Ce qui veut dire qu'ils se sont pas mal débrouillés non plus pour gêner les Allemands. D'ailleurs, il y a quelque chose. Il y a un jugement d'un officier allemand
qui a été retrouvé dans les archives allemandes par un historien français, le colonel Dutrier, qui est un historien militaire, qui est allé farfouiller les archives allemandes. Et puis il y a un colonel allemand qui avait fait un rapport un jour, puis qui parlait de sa traversée de la Franche-Comté, qui avait été certainement une des régions les plus difficiles à traverser. C'était un des épisodes les plus durs de leur retraite. Ben, vous voyez que ça veut quand même dire qu'on avait fait quelque chose. Hein? Tout à fait. Voilà, j'ai tout dit. Et puis après, vous vous êtes occupé du musée. Après? Vous vous êtes occupé du musée. Ah ben si, ça, de ce côté-là, alors j'ai participé au musée, bien sûr, et puis en particulier alors, parce que ça aussi j'en suis assez content. Et je suis un ancien instituteur, moi, hein. J'ai toujours aimé les gosses, puis m'adressais à eux. Alors, je m'étais fait, en quelque sorte, le guide des visites du musée pour les scolaires. Puis j'avais 2 copains qui venaient avec moi. Au début, j'ai fait ça tout seul. Mais non de non, c'était quelque chose. Hein. Faire visiter le musée à une classe de 30 gosses. Il y a 18 salles, hein. Il y a 18 salles. Alors vous savez, quand on leur raconte des coups pendant tout ce temps, non, j'en avais assez. Mais je me suis trouvé 2 camarades. Un qui est venu, qui parlait de la déportation, un qui parlait des forces françaises libres. Puis moi, je me réservais la part des forces françaises de l'intérieur, si bien qu'on faisait quelque chose de très intéressant, puis qui était très suivi, parce que je peux dire que j'ai reçu au musée de la Résistance, avec les 2 camarades auxquels je pense, certainement plus de 10 milliers d'élèves qui nous écoutaient, il faut les voir. Hein. Ça, je vous assure que j'ai été capable de reconnaître quand des gosses écoutent ou quand ils n'écoutent pas, puisque ça avait été ma formation au début. Mais ils étaient pendus à nos lèvres, ces gosses. Alors, ma foi, on restait aussi longtemps qu'ils voulaient. Et eux, ils n'étaient pas les mêmes quand ils sortaient que quand ils étaient entrés. Ils étaient marqués. Je ne dis pas que ça durait. Hein. Ils avaient eu un coup de matraque un peu sur la tête, avec les histoires de résistance et de déportation qu'on leur avait fait toucher du doigt, avec vous avez vu qu'on est particulièrement riche en documentation. Mais enfin, je sais bien que le lendemain, ils n'y pensaient plus.